Le colloque de rentrée 2023 ayant pour thème « Apprendre et enseigner de la préhistoire à demain » prend place dans un contexte particulièrement choquant et inquiétant. Il se situe quelques jours après l'attaque terroriste dans un lycée d'Arras et l'assassinat d'un enseignant, Dominique Bernard. L'école, lieu de l'enseignement, de la transmission du savoir et de l'émancipation, est à nouveau cible de terroristes qui veulent à tout prix combattre et détruire la démocratie, la liberté, l'égalité de tous les êtres humains. Et je voudrais vous inviter à un moment de silence en hommage à Dominique Bernard. Je vous remercie. Une note gouvernementale confidentielle de l'été 2022, révélée par plusieurs médias, faisait d'ailleurs état d'une forte recrudescence sur les réseaux sociaux de messages visant à déstabiliser l'institution scolaire et tout lieu d'enseignement de savoir. Nous devons donc considérer ce colloque comme une affirmation de la nécessité absolue de l'enseignement, de la transmission du savoir et de l'envie d'apprendre, éléments qui font partie de la condition humaine. D'ailleurs, toute l'identité du Collège de France est fondée sur l'acquisition et la transmission des savoirs à toutes et à tous, sans distinction aucune. Ce colloque de rentrée, que j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir, va aborder de nombreux sujets, thèmes et interrogations sur l'enseignement, la transmission du savoir et des idées, ainsi que sur l'apprentissage. Vous avez le programme. Nous allons commencer par 3 communications qui situent notre sujet dans l'histoire et même dans la préhistoire. Mais puisque ces contributions historiques concernent notamment l'Antiquité grecque, permettez-moi quand même quelques compléments extraits du contexte du Proche-Orient ancien. Je ne peux pas m'en empêcher. Un autre berceau de la civilisation, de l'écriture et de l'enseignement. Je voudrais commencer à vous montrer ce vase, un des plus anciens chefs-d'œuvre de l'humanité qui date d'environ 3000 ans avant notre ère, trouvé dans le temple de la déesse Inanna, ou Ishtar, à Uruk, aujourd'hui Varka. Une copie, c'est cette photo-là de ce vase, se trouve au musée de Pergame à Berlin. L'original a été, vous vous souvenez, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, a été cassé aux yeux d'ailleurs de l'armée américaine pendant le grand pillage d'avril 2003 au début de la guerre d'Irak. Maintenant, il est revenu, mais dans un état assez déplorable. Alors, si vous regardez ce vase, vous constatez quoi? En fait, on a 3 niveaux. Tout en bas, vous avez l'eau, la végétation. Après, vous avez les animaux. Et tout en haut, vous avez la déesse Ishtar Inanna, avec ses symboles, avec des offrandes. Et au milieu, vous avez les humains. Les humains qui sont nus et qui apportent apparemment des offrandes. Donc vous voyez que les humains, ici, ils sont coincés quelque part entre les animaux et les dieux. Et c'est en effet une sorte d'enseignement par l'image. La question, en fait, c'est une question philosophique, une question théologique. Quelle est la place de l'homme et à quoi l'homme est-il appelé? En quoi il se distingue? Grande question jusqu'à aujourd'hui qui occupe les biologistes. En quoi l'homme se distingue des animaux? On ne va pas ouvrir le débat, il y a beaucoup de réponses, mais je pense qu'il y a peu de réponses totalement satisfaisantes. Et puis, est-ce que l'homme a au-dessus de lui une puissance supérieure? Est-ce qu'il est maître de son destin? Et ainsi de suite. Donc, 3000 ans avant notre ère, donc 5000 ans, et ces questions étaient déjà en effet posées. D'ailleurs, c'est un enseignement visuel, car il ne faut pas oublier, l'accès à l'écriture était très limité dans l'Antiquité. On estime, bon c'est très compliqué, mais on estime à peu près entre 1 et 5%
de la population qui avait accès à l'apprentissage de l'écriture et à de la lecture. Donc les scribes faisaient partie de l'élite. Je ne vous lis pas tout ça. Vous avez notamment en Égypte un nombre de textes intéressants écrits par des scribes qui disent en fait, si tu veux devenir quelque chose, il faut devenir scribe, parce que les autres, ils sont sales, ils doivent travailler jour et nuit. Un scribe, en fait, c'est la meilleure des professions. Si tu apprends à connaître l'écriture, cela sera le meilleur pour toi, car tous les autres métiers, ils sont compliqués. Il y a les crocodiles, il y a le fleuve, etc. Bon. Et ce qui est intéressant, en fait, du coup, on a cet accès au savoir ou à l'instruction par une sorte de superposition entre l'image et l'écrit. Donc vous voyez, en fait, vous avez des textes cunéiformes, mais qui, en fait, se chevauchent avec des images. Donc là, une image qui montre la puissance de l'armée assyrienne, d'une déportation. Là, vous avez l'image qui montre, en fait, que le dieu assyrien va garder l'arbre de vie et puis légitimer le pouvoir royal. Vous pouvez aussi regarder la stèle d'Hammurabi, qui en effet, en bas, vous ne voyez pas très bien, vous avez les lois, mais en haut, même si vous ne pouvez pas lire, vous voyez le roi babylonien, Hammurabi, qui en effet reçoit la loi du dieu soleil. Donc en fait, même si vous ne lisez pas, vous comprenez. Idem à Khirbet el-Kom, donc entre Hébron et Lachish, zone qui souffre beaucoup aujourd'hui. Vous avez une inscription sur une tombe, même si vous ne pouvez pas le lire, vous avez la main qui vous dit « tu ne t'approches pas de cette tombe ». Donc attention aux pilleurs. Évidemment, au moment où on invente l'alphabet, ici l'alphabet d'Ougarit, il y a une certaine démocratisation de l'écriture, mais toujours est-il que nous ne savons pas très bien en fait où ces apprentissages prenaient place, parce qu'on n'a pas vraiment trouvé des écoles. On imagine c'est dans le temple, dans les sanctuaires, c'était le clergé qui souvent était aussi en fait en charge de l'écriture et de la transmission du savoir. Le seul endroit qui peut correspondre en fait un tout petit peu à une école, c'est ces bâtiments qui viennent d'Er Allah, dans la vallée du Jourdain, donc en Jordanie aujourd'hui, et c'est un sanctuaire. Mais à l'intérieur du sanctuaire, vous avez une salle où on a mis une écriture sur le mur, et à côté, vous avez un banc. Et donc apparemment, il faut imaginer que cette salle servait d'une certaine manière à l'école. C'est peut-être la première attestation archéologique d'une école que nous avons, avec une inscription qui mentionne par ailleurs Balaam, prophète aussi connu dans la Bible. Donc, pour conclure ce petit excursus dans le monde du Proche-Orient ancien, retenons que le souci de transmettre et d'enseigner est important et que le visuel, notamment, joue un grand rôle. Et ça, c'est une question qu'on pourrait aussi reprendre aujourd'hui, où il y a un retour très important du visuel. Vous ne pouvez plus faire un cours sans PowerPoint, où vous vous faites gronder, parce que écouter pendant 1 heure sans apport visuel est apparemment quelque chose de compliqué. Donc on apprend par imitation et en répétant, mais il y avait aussi sans doute des questions, des réponses, comme là d'ailleurs le suggèrent certains textes de sagesse. Donc il y a certainement quelques constantes anthropologiques dans l'enseignement et l'apprentissage, et notre colloque d'aujourd'hui et demain mettra en évidence les interrogations et les défis de hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc vous avez le programme, je ne vais pas vous le commenter, mais nous allons entendre des communications sur l'invention de l'éducation, sur les mécanismes de l'apprentissage, sur les enjeux actuels de l'éducation et sur la question de l'apprentissage de demain. À la fin de chaque intervention, il y aura un moment de questions, poser des questions, et à la fin de chaque journée, il y a une sorte de discussion générale qui vous permettra aussi de manifester vos questions, vos interrogations. Donc j'aimerais remercier toutes les intervenantes et tous les intervenants qui ont accepté de traiter de ces sujets. J'aimerais particulièrement remercier les organisations de ce colloque, nos collègues Stanislas Dehaene, François Héran, Pierre-Michel Menger, qui ont réussi à construire
ces 2 journées d'une très grande actualité. Nous venons de l'entendre. Je voudrais aussi, pour terminer, vous rappeler que ce colloque s'inscrit par ailleurs dans une initiative du Collège de France intitulée « Agir pour l'éducation », initiative soutenue par la Fondation du Collège de France et qui prévoit plusieurs actions et événements pour 2024. Donc 5 cours à plusieurs voix qui sont organisés par Esther Duflo et Marc Gurgan sur comment expérimenter en éducation. Un colloque international organisé par Emmanuel Bigan et Stanislas Dehaene le 22 mai 2024 sur musique, cerveau et apprentissage à l'école, que dit la recherche. Et finalement, une nouvelle initiative lancée par William Marx et Jean-Luc Fournet, nos collègues, Re-enseigner la rhétorique par qui, comment, qui va s'ajouter aux initiatives qui sont déjà en cours. Et si vous voulez savoir plus sur cette activité, sur cette initiative Agir pour l'éducation, je suis sûr qu'il y aura des documents que vous pouvez en effet obtenir à la sortie. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un très bon colloque, très riche, et je donne la parole à qui? À Stanislas? À François Héron. Voilà.